Fidèles téléspectateurs du continent africain, bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission Les Grands Jurys. Celui que nous recevons dans ce numéro spécial Grand Jury a le verbe haut, un style bouillonnant, une voix qui porte une culture générale considérable, tenace sur le terrain des idées. Il est l'un des plus grands panafricanistes du monde contemporain. Vous l'aurez compris, nous recevons ici ce soir le président de l'ONG d'urgence panafricaniste, chroniqueur et essayiste Kémi Séba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher frère. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous. Avec moi pour vous interroger, Massiré Diop du journal L'Indépendant. Bonsoir Massiré. Bonsoir. Nous avons également Sa Majesté le Grand Saxe, Mamadou Djadje Sako, promoteur de Tropique TV. Bonsoir Sako. Bonsoir Omar, bonsoir le frère Kémi Séba. Bonsoir grand frère, bonsoir Sa Majesté. Merci beaucoup. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM. En tout cas, accusé d'avoir en Afrique, en tout cas depuis moins de 10 ans, incité l'opinion africaine à rejeter la politique française sur le continent. Aussi, le grand jury a été informé de la profanation par l'accusé de la tombe du président Modibo Keïta. Donc Kémi Séba est appelé à répondre aujourd'hui de ces deux chefs d'accusation. Quel est déjà votre état d'esprit? La question que j'ai envie de vous poser, qui est-ce qui écrit les charges? L'ambassade de France? Parce que la formulation ne ressemble pas à ce que je rencontre partout où je vais dans les rues. Quand je vais dans les rues depuis mon retour au Mali, c'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique francophone que je foule, que je visite, les gens comprennent parfaitement que ce n'est pas le rejet de la politique française, parce qu'il y a plein de Français qui souffrent. Oui. Le prolétariat français souffre, on l'a vu, la manière dont il est réprimé par l'oligarchie néolibérale française. Donc ce n'est pas le problème des Français. Je parle du système néocolonial qui est à la fois blanc et noir, parce que, comme le disait Frantz Fanon, l'impérialisme n'a pas de couleur, il a simplement la couleur du dollar et aujourd'hui de l'euro. Et je terminerai juste en disant que profanation, ça, ce sont les réseaux pro-français qui ont voulu grossir une polémique qui n'a pas lieu d'être. Nous allons en revenir. Il n'y a pas de problème. Nous allons en revenir. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais ok, je vous laisse... Massiré, qu'est-ce que vous attendez de l'invité? Bon, j'attends surtout de l'invité, je ne dirais pas de clarifier sa position, parce que ça va nous mener à Pau, et bientôt ça sera à N'Djamena. En tout cas, de nous dire... un peu pourquoi tous ces bruits, pourquoi à chaque fois on entend Kémi Séba sur des gros coups, sur des buzz comme on dirait. Ok, Saxe. Oui, moi j'aurais souhaité que le frère jure sur l'honneur et sur la dignité de nous dire toute la vérité, parce que tout à l'heure vous lui avez cité les chefs d'accusation, oui, mais de nous dire que réellement est-ce que vous êtes panafricaniste ou soit ce perturbateur, celui-là, un anarchiste, voilà, comme le dirait l'autre, parce qu'il va falloir qu'aujourd'hui qu'ils disent la vérité. Oui. L'émission elle a eu lieu tous les jours, tous les jeudis, mais aujourd'hui vous êtes en audience spéciale. Voilà. Ok, c'est une cour ad hoc qui est Kémi Séba, les cap étant fixés par mes deux brillants jurés. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Est-ce qu'il est encore de saison en Afrique? Déjà, de un, j'adore l'émission. Elle n'a même pas commencé, mais je l'aime déjà. Parce que c'est ce genre d'échanges que j'aime, surtout quand il y en a plusieurs face à moi. Mais il est important quand même, si vous le permettez, avant de répondre au fond à votre question, de préciser que, vous savez, mon seul juge a toujours été Dieu. C'est important que je le précise. Et je ne me soumets qu'à lui. Mais il n'en demeure pas moins que je peux toujours expliquer mes positions pour ceux qui ne le comprennent pas. Ils sont de moins en moins nombreux en Afrique. Et ceux qui ne le comprennent pas, comme le disait mon professeur de philosophie, le professeur Grégoire Biogo, le grand philosophe gabonais, il me disait certains feignent de ne pas comprendre, alors qu'aujourd'hui le monde entier comprend la spoliation du continent africain. Après on peut débattre sur les formes, sur les méthodes, ce sera peut-être l'occasion aujourd'hui. Je reviens maintenant par rapport à vous. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est l'unité des diverses formes d'africanité, sauf que, comme je l'explique dans mes ouvrages, notamment dans l'Afrique libre ou la mort, ou le prochain qui va sortir cette année, s'unir en tant qu'Africain n'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, l'Union africaine, ou ne serait-ce que dans l'UMOA, on a l'union d'un certain nombre de responsables politiques
parfois d'autocrates en tant que tels, qui sont tous africains. Est-ce que ça signifie qu'ils sont panafricanistes? Non, il faut qu'il y ait une unité dans le cadre de la souveraineté, de l'autodétermination. C'était le projet des pères fondateurs, c'était le projet de Thomas Sankara, c'était le projet de Kwame Nkrumah. Enfin, Thomas Sankara n'est pas le père fondateur, mais un des grands héritiers. C'était le projet des Kwame Nkrumah, des Patrice Emery Lumumba, des Ruben Ouniobe, des Modibo Keïta. Et c'est notre projet plus que jamais aujourd'hui. Voilà. Mon obsession justement est le monde actuel. Beaucoup parlent du panafricanisme avec une grille de lecture géostratégique qui est adaptée au monde passé. Par exemple, je vois encore des gens qui sont dans une grille de lecture hystériquement marxiste, alors qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, le communisme aujourd'hui est rentré malheureusement dans une sorte de néolibéralisme sociétal, même s'il s'oppose au néolibéralisme économique. Et je dis qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, la nouvelle ligne de démarcation dans ce monde global en tant que tel, c'est le néolibéralisme d'un côté, et ce qui s'oppose à cette uniformisation du monde voulue par cette oligarchie néolibérale, c'est le souverainisme, qui est incarné par des gens qui peuvent être critiquables sur bon nombre de points, que ce soit les Poutine, auparavant Mahmoud Ahmadinejad, Hugo Chavez, paix à son âme, etc. Et que nous essayons de faire au niveau qui est le nôtre. Quand nous parlons de panafricanisme, la tonalité souverainiste qu'elle a aujourd'hui, c'est parce que dans ce monde globalisé, ceux qui résistent à ce déracinement du monde sont ceux qui sont dans une logique de protéger quelque part leur identité. Alors l'identité africaine est multiple. Oui. Le béninois n'est pas le malien sur un certain nombre de points, on a des différences, le sénégalais, etc. Mais dans ces diversités, comme le disait Cheikh Anta Diop, on fait partie d'un bloc civilisationnel, comme le dit souvent le conseiller de Vladimir Poutine, mon ami Alexandre Douguine. Et je pense que chaque bloc civilisationnel doit être capable de se comprendre, s'entendre, de se regarder pour exister dans ce concert des nations et éviter l'exclusion dans ce concert des nations. Ok, Sax. En fait, la question que je me posais à l'accusé... Il dit qu'il n'est pas accusé. Vous savez, j'ai tellement été accusé par l'élite française que entendre que je suis accusé par mes frères, ça me fait sourire. Allons-y. C'est pas moi qui vous accuse. Moi, je dois vous juger. C'est les gens et c'est les personnes, les hommes et les femmes qui nous regardent. Nous avons reçu des plaintes. Voilà, combien qui nous attendent. Il y en a beaucoup. Deux chefs d'accusation. D'avoir incité la jeunesse africaine à rejeter la politique française. Mais j'ai l'impression que je reçois plus de soutien que vos plaintes. Mais bon, allons-y. Le panafricanisme, il est défini, il est répété, mais c'est pas ça le problème. Tout à l'heure, à l'intro de sa prise de parole, il a cité ces grands hommes qui ont marqué cette histoire dans son unicité. Et je rajouterai Khalid Mohamed, qui est quelqu'un de toutes les façons, en quoi, la question que j'aimerais vous poser, ces hommes-là, en quoi vous vous retrouvez? Comment aujourd'hui, si Modibo est vivant aujourd'hui, est-ce qu'il va se retrouver en vous? Je pense profondément. Je pense, et je le dis simplement. Vous savez, quand vous vous battez pour le droit à l'autodétermination de votre peuple et que vous êtes confronté parfois à des membres de votre propre peuple qui sont les premiers à défendre le droit de l'extérieur de pouvoir régir vos réalités intérieures, Modibo Keïta lui-même a été confronté à cette chose-là à l'époque où il était dirigeant. Nous, au niveau de la société civile, on est confronté à des gens qui, bien qu'ils soient africains, sont plus prêts à défendre les intérêts de l'élite occidentale que les intérêts des populations africaines. Quand on est dans une situation injuste, immorale, il arrive un moment où les gens veulent prendre leurs responsabilités. C'est pas moi qui me lève en disant « sortez tous ». Il y a déjà un certain nombre de gens partout où je vais qui me disent « Kémy, on t'attend le 20, on est là », avant même que j'ai parlé pour dire qu'il y avait une mobilisation le 20. Donc c'est la population malienne qu'il faut interroger sur cette question. Et la question de conscience, vous savez, on est dans une crise. Le nom de mon ONG, c'est Urgence panafricaniste. Urgence au pluriel, parce que la maladie principale, celle qui tue le plus en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, c'est la France-Afrique. On est d'accord, mais actuellement quand même, c'est surtout le Covid qui fait plus de victimes. Moi, je constate depuis Et qu'est-ce que les urgences panafricanistes font par rapport à cela? Vous savez, j'aimerais vous inviter, puisque demain, on va être en tournée en distribution de matériel médical pour notre ONG, comme on le fait partout en Afrique. Les gens vont croire que c'est moi qui vous ai demandé d'écrire cette question, tellement elle m'arrange. parce que on va distribuer comme on le fait partout. C'est des choses que les médias retiennent moins, ça ne me dérange pas. Les médias retiennent souvent ce qu'ils appellent, ce que le frère appelait le buzz. Moi, je ne crée aucun buzz. Mon existence est ce qu'elle est. Ceux qui veulent en tirer l'expérience ou la substance qu'ils veulent, le font. Mais à côté de cela, des actions politiques, il y a aussi les actions médicale et sociale. Dans cette période de pandémie, aucune ONG africaine, je dis bien aucune, n'a distribué autant, dans autant de pays, de manière simultanée, du matériel médical, d'accord,
que nous avons fait. Beaucoup de médias africains en ont parlé en 2020 et c'est ce que nous continuons à faire. Nous serons demain en distribution de matériel médical. Si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Et je trouve qu'il y a un drôle d'écho entre ce que dit l'ambassade de France et ce que vous dites là. Je vous en laisse la responsabilité. Je vous dirais que je vais partout en Afrique. Moi, je ne vais pas systématiquement en période de crise. Mais non, il se trouve que l'Afrique francophone est dans une période de crise depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas commencé avec le Mali, ça n'a pas commencé avec le Covid, ça n'a pas commencé avec le départ d'Ibeka, ça n'a pas commencé avec Barkhane, ça n'a pas commencé avec la destruction de la Libye. Ça fait un certain nombre d'années que la France-Afrique, comme le disait un blanc, un toubab, François-Xavier Verschave, la France-Afrique existe depuis très longtemps. Et la France-Afrique est une crise sociale, politique et économique, pour citer son nom. Alors si vous voulez, on peut éviter d'agir quand il y a la crise, quand notre population est ostracisée de manière économique, de manière politique, quand notre population est asphyxiée, d'accord, et vit en état d'assistance perpétuelle vis-à-vis des mamelles occidentales qui, dans le même temps, pillent nos ressources minières et de manière générale, on peut faire ça. Et puis il y a une autre génération de personnes, d'Africains, d'accord, qui estiment que en période de crise, il est temps d'arrêter de demander l'aide de l'Occident et de s'organiser nous-mêmes. C'est ce que nous essayons de faire. Et on a face à nous, et c'est un petit peu ce que disait, je n'ai pas envie de me tromper sur l'auteur, mais en tout cas je me souviens de son exemple, il dit, vous savez, quand vous menez ce combat contre le néocolonialisme, vous avez besoin de vos deux mains. Une main pour repousser le néocolonialisme qui est devant vous, et une main pour repousser derrière vous vos frères africains qui vont vous poignarder dans le dos quand vous essayez de les défendre. C'est une réalité que je connais. D'accord, mais c'est pour le mettre mais je suis imperturbable. Et ce n'est pas ce genre de choses. Non, vous n'êtes pas là pour vous perturber. Non. C'est-à-dire, je vais vous mettre à l'aise en vous disant, Kémy, on va vous mettre à l'aise en vous disant que je suis très à l'aise déjà. Non. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour être auditionné à charge, mais à décharge aussi. Dites-vous que nous vous donnons l'occasion pour répondre à certaines questions. Certaines récriminations qu'on entend ça et là. Je vous réponds en vous disant que, vous savez, moi je suis venu ici toujours dans le même logiciel qui est le mien. Contribuer à l'éducation politique des autres. C'est tout. Je ne réponds à aucune charge, aucune décharge. Je me prête au jeu parce que je sais qu'on a dit que c'est un tribunal. C'est une parodie des voilà, donc on accepte. Et je sais que j'ai en face de moi des interlocuteurs qui m'intéressent, d'accord, et que certains je découvre. Et donc c'est l'occasion pour moi d'échanger. Mais vous savez, il y a des personnes qui sciemment ne veulent pas comprendre quand le monde entier comprend. Je vais en Amérique du Sud, je vais au Moyen-Orient, je vais en Europe de l'Est, je vais dans différents endroits en Afrique, je vais en Asie. Tout le monde comprend, parfois sauf certains Africains, mais une grande partie d'Africains comprennent, et c'est ça le plus important. Kémy, vous l'avez dit, vous séjournez ici à l'appel du Yereolo Debout. Leur objectif, c'est de réclamer le départ des troupes étrangères du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel de nos armées sahéliennes, est-ce que vous pensez que cette demande est réaliste dans le contexte actuel? Vous savez, si vous remarquez bien, mon allocution... Allez-y, il termine. Peut-être une précision. Vous allez faire une réaction, allez-y. Mon allocution, depuis que je suis arrivé, a toujours été de dire que j'accompagne des gens qui m'ont invité. Mais on est tous des adultes, peut-être des pères de famille. On est tous des gens responsables et on sait que ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est comme des gens qui, en n'étant même pas sur le terrain, disent tout le monde, il faut envahir l'ambassade de France, etc. Les gens qui lancent ces appels-là sont souvent cachés en Europe. Moi, je suis sur le terrain et je sais la réalité des choses, je sais ce qui est possible, je sais ce qui n'est pas possible, je sais que ce n'est pas en un coup de baguette magique que l'armée française va partir. Mon souhait est que l'armée française parte. Et je sais que si l'armée française part, alors qu'elle sait très bien qu'elle a contribué, ça ce sont mes mots et mes responsabilités, à l'organisation du chaos, parce que la destruction de la Libye, ça ne s'est pas fait par un coup de baguette magique, il est évident que si elle part tout de suite, il faut qu'il y ait une entité qui puisse la remplacer pour seconder l'armée malienne qui a été sous-armée pendant trop longtemps. Et j'ai dit hier dans une chaîne concurrente, et je le redis aussi ici, que si, l'armée française part, il y a beaucoup de gens qui lancent un appel à la Russie. Moi, je connais très bien la Russie. J'y ai été très souvent. J'irai peut-être encore au cours de cette année. J'ai de nombreux amis dans l'appareil de l'État, clairement. Mais je dis que si elle nous aide, il faut qu'elle nous aide temporairement. Mais il ne faut pas qu'on soit naïf. Parce que l'Afrique ne s'en sortira de toute façon à long terme que par elle-même. Et personne ne vient vers l'Afrique avec une rose à la main.